Bonjour à tous. Donc du coup, on a une heure, c'est ça, à passer ensemble pour parler d'un sujet hyper fun dans les achats, c'est-à-dire le pilotage et le tableau de bord. L'idée, c'est aussi de vous donner quelques pistes de manière assez concrète sur ce terrain de jeu du tableau de bord des achats, qui est un sujet dont beaucoup d'acheteurs parlent et dont, pour un certain nombre d'entre eux, on va être prudent parce qu'on se connaît pas, sont pas toujours très, on va dire, très au point sur le sujet, hein. Pas sur les aspects théoriques ou académiques, mais plutôt sur les aspects pratiques et de manière assez concrète, de se dire comment je pilote mon activité d'acheteur ou mon activité de patron d'achat si je suis patron d'achat. Alors, ce que je vous propose, je vais vous partager deux, trois diapos, hein, j'en ai pas fait beaucoup, mais deux, trois, et ensuite je vous ferai une illustration à travers une solution logicielle qu'on a développée notamment pour ça, pour répondre à cette problématique de comment je pilote mon activité simplement, parce que j'ai besoin de données, d'informations, j'ai besoin de répondre à mon directeur général qui me demande combien on a de fournisseurs dans cette boîte et je suis infoutu de lui dire. Donc du coup, on a essayé de répondre à ces questions. Dans le tableau de bord, ou dans le pilotage de manière plus large, il y a vraiment deux dimensions. Il y a une dimension de il est constitué de quoi, hein, et donc du coup on revient à la question d'avant, c'est quoi un tableau de bord? Mais surtout, la deuxième partie de la question, c'est à quoi ça sert et comment c'est utile. Et donc du coup, pour nous acheteurs, comment on va le communiquer, hein, c'est déjà une bonne information si vous avez un tableau de bord avec des données qui vous permettent de piloter votre activité achat. Mais c'est encore beaucoup mieux si cette information elle est partagée, hein. Et donc du coup, ça introduit souvent une deuxième notion qu'on mélange un peu, c'est ce que j'appelle le reporting, hein. Donc vous avez d'un côté le tableau de bord, je vais collecter des informations qui vont me permettre, grâce à des indicateurs, de savoir où j'en suis, ça c'est vraiment le tableau de bord. Et ensuite ces informations, je vais pouvoir les partager avec d'autres personnes, et notamment c'est mes actions de reporting, c'est-à-dire que mon directeur financier, il va falloir que je lui raconte des histoires sur la finance. Parce que lui, il a construit un budget, il attend des achats qu'on lui délivre de la performance financière, et en ce moment où les prix augmentent tous les jours, qu'est-ce qu'on lui raconte? Mon responsable, on va dire QSE ou etc., il va peut-être vouloir qu'on lui parle des achats responsables. Donc c'est quoi mes indicateurs et mon pilotage sur les achats responsables, etc., etc. Très rapidement, parce que du coup, tout ce que je vais vous dire, forcément, c'est lié à mon histoire. Donc sans rentrer dans la totalité de mon histoire, je vais au moins vous dire ce que je fais aujourd'hui, voilà, hein, et quand il y a des gens qui viennent vous parler dans la vie, sur les réseaux ou partout ailleurs, c'est toujours intéressant de savoir ces gens-là, ils sont quoi, ils viennent d'où, parce que du coup ça donne de l'éclairage à ce qu'ils vous disent. Donc moi, je suis un ancien patron d'achat, donc moi j'ai fait aussi de la formation continue, alors pas au MAI parce qu'à l'époque ça n'existait pas, c'était plutôt à la CEDAF qui est devenue le CNA, et donc du coup moi j'ai été patron d'achat pendant une quinzaine d'années, plutôt dans des groupes du monde de la santé, de la pharmacie, et en 2004 j'ai décidé de créer ma structure de conseil qui s'appelle Crop & Co. Et mon activité chez Crop & Co, c'est d'aider les organisations à se transformer. Donc depuis bientôt une vingtaine d'années, je travaille avec mes clients pour que, une fois qu'ils ont compris à peu près que les achats c'était important pour eux, quelquefois même ils utilisent le terme de stratégique, hein, mais pas souvent, et bien du coup on les aide à mettre en place et à développer l'organisation. Pour faire ça, on fait aussi beaucoup de formation, hein, puisque du coup, comme vous aujourd'hui, la formation ça aide à se transformer. Et puis du coup, et c'est intéressant parce que ça fait le lien avec ce qu'on va se dire aujourd'hui, j'ai rajouté une troisième activité aux deux premières activités il y a 5 ans, où on a créé un logiciel qui s'appelle Ocaveo. Et en fin de compte, pourquoi j'ai créé ce logiciel? Parce que c'est mes clients, hein, c'est en rencontrant mes clients qui ont commencé à me dire il y a 5 ans en arrière, Fabrice, on a mis en place l'orga, on délivre de la performance économique, on a défini notre politique achat, on suit nos processus, mais aujourd'hui, on a du mal à faire tout ça parce qu'on le fait avec notre système d'information achat préféré, c'est-à-dire Excel. Et la difficulté des personnes qui utilisent Excel, c'est que Excel, c'est intéressant au début de l'histoire parce que tout le monde a Excel,
Par contre, Excel, c'est tout sauf un outil de partage. Et donc du coup, Excel, chacun a le sien, c'est jamais partagé, c'est jamais à jour. Et donc du coup, nous on a essayé de réfléchir comment on pourrait mettre en place des outils plus simples pour qu'ils soient partagés et utilisés. Voilà pourquoi on a créé OKVO. Et tout à l'heure, si on a le temps, je vous montrerai tout ce que je vais vous dire avant, comment on l'a traduit dans la solution. Alors, le point qui est toujours important quand vous travaillez sur le développement des achats, là ce matin on parle de pilotage, mais on aurait pu faire une séquence sur les stratégies d'achat, on aurait pu faire une séquence sur le design to cost, sur les achats responsables. Chaque fois que vous allez faire quelque chose, faut pas oublier qu'il y a une personne qui est importante dans votre organisation, dans vos entreprises, c'est le directeur général et c'est la direction générale. Et eux, ils attendent pas que vous fassiez du design to cost. Ils attendent pas que vous fassiez des achats responsables. Ils attendent pas que vous fassiez un certain nombre de pratiques achats. Eux, ils vont pas vous dire, il me faut un tableau de bord sur les achats. Ça, c'est vos moyens à vous. Par contre, eux, ils vont vous dire, nous, on a des attentes par rapport aux achats. Et d'ailleurs, c'est déjà un bon signe s'ils vous disent qu'ils ont des attentes. La première attente qu'ils vont avoir, toujours, et ça nous gêne pas parce qu'on est des acheteurs, c'est que la fonction achat, elle contribue à dégager une performance économique. Alors, peut-être pas n'importe comment, peut-être pas sur tous les sujets, mais vous aurez à répondre à cette question: comment je dégage une performance économique? Donc si vous êtes infoutu de donner un chiffre sur la performance économique, si vous n'êtes pas capable d'expliquer ce qu'est une économie, si vous n'êtes pas capable d'expliquer qu'en période de hausse de prix, vous pouvez quand même faire de la performance économique, à partir de là, c'est le début de vos ennuis. C'est-à-dire que c'est souvent le début de l'histoire où on est de moins en moins écouté. Donc, vos DG, ils veulent... Vous voyez, moi, là, j'ai trois offres commerciales avec des directions générales qui veulent mettre en place une direction achat dans leur entreprise et dans leur organisation. Et la question que m'ont posée 2 de ces 3 potentiels clients, et on n'est que pour l'instant au moment où je leur fais une offre commerciale, on n'est pas en train de définir leur organisation. Il y en a 2 sur 3 qui m'ont dit: est-ce que vous pourrez dans votre étude nous dire combien ça rapporte de mettre en place une organisation achat? Et donc du coup, il faut que vous ayez ça en tête, tout comme quand vous recrutez un commercial, vous savez ce que doit vous rapporter un commercial, il faut qu'on puisse faire la même chose aux achats. Deuxième sujet, c'est un sujet qui est super intéressant, mais qui est pas simple pour nous les acheteurs. Il va falloir que vous puissiez mettre en place ce que j'appelle de la création de valeur. C'est-à-dire que si vous restez que sur la partie performance économique, c'est dangereux pour vous, parce qu'à un moment donné, vous allez être vu comme un cost killer. Le deuxième sujet qui est important, c'est, en fin de compte, moi acheteur, comment je vais pouvoir t'aider, toi directeur général, à atteindre les objectifs que tu t'es donnés pour l'entreprise. Si tu es dans une boîte qui est en train de se transformer, de changer son modèle, je vais t'aider. Si tu es dans une boîte qui est en train de faire de l'acquisition externe, je vais t'aider. Si tu es dans une boîte qui part à l'international, alors nous aux achats, on va t'aider, etc., etc. Tout ça, c'est de la création de valeur. Donc vous, sachez qu'ils ont ça en tête, vos DG. Donc vous devez travailler pour donner une définition concrète à la création de valeur. Et on va revenir au pilotage. Et puis le troisième sujet, on est en plein dedans. Vous êtes en première ligne pour ce que j'appelle réduire les risques. C'est-à-dire que aujourd'hui, entre les hausses de prix, entre les ruptures, entre les problèmes d'appro, du coup, vous êtes là pour aider l'entreprise et quelque part presque pour la protéger. Voilà. Ça, c'est les 3 grandes attentes. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait aux achats pour mettre en place ces attentes? Moi, je me suis intéressé depuis tout le temps. Il y avait une question qui me taraudait quand j'étais patron d'achat. Je me disais tout le temps, mais les achats, je trouve que c'est drôlement important. Je trouve même que certaines fois, c'est presque stratégique. Alors pourquoi les directeurs généraux, ils passent pas leur vie à m'appeler? Pourquoi je fais pas partie du comité de direction? Pourquoi, quand on construit une nouvelle usine, tout le monde est autour de la table, sauf les achats? Et en fin de compte, depuis maintenant 20 ans que je regarde fonctionner les organisations, je me suis intéressé aux principaux éléments qui font qu'on est face à une organisation achat performante. En clair, je vais vous donner là ma recette, c'est peut-être pas la recette de tout le monde, mais c'est la mienne, qui fait que si vous cochez pas toutes les cases de ce que je vais vous dire, alors vous serez une bonne équipe de milieu de tableau, mais vous allez pas jouer la Champions League. Voilà. Et la première info, c'est que c'est pas lié à la taille de l'entreprise.
Hein. Moi, j'ai certaines entreprises que je connais où il y a 2 personnes aux achats et ils ont mis en place une organisation hyper performante. Et après, je connais le nom d'un certain nombre de groupes où il y a plusieurs dizaines d'acheteurs et je peux pas qualifier l'organisation d'organisation achat très performante. Le premier niveau qui est important, c'est la relation que vous allez mettre en place avec la direction générale. Alors, le meilleur moyen de la mettre en place, c'est d'être au comité de direction, parce que là, vous serez autour de la table où les décisions se prennent. Si vous y êtes pas, c'est un petit peu gênant, c'est pas dramatique en soi, mais ça veut dire que, il faut quand même que vous ayez la voix du directeur général. Et donc, du coup, tout le boulot de l'acheteur, c'est d'expliquer à quelqu'un qui souvent comprend rien aux achats, ce que c'est qu'un acheteur, et comment les achats, ça va lui être parfaitement utile dans le développement de sa stratégie. Voilà. Si vous réussissez pas ça, tout le reste, ça va être un petit peu plus compliqué. Deuxième niveau, les ressources humaines. Aux achats, et vous en êtes un bon exemple, on travaille avec des hommes et des femmes et qui ont des compétences. Alors souvent, les acheteurs ont souvent des compétences techniques, et si vous vous formez, c'est aussi pour en disposer. C'est un peu moins vrai sur les compétences comportementales. Il y a encore des acheteurs qui ont un petit peu de mal à bien percevoir cette dimension business qu'il faut mettre en place. Mais du coup, ça c'est un sujet. Alors ce qui a changé dans les ressources humaines, ce qui est en train de changer, c'est la relation. Alors j'allais dire des acheteurs, mais maintenant de tous les individus au monde du travail, où là clairement, il va falloir être un petit peu astucieux pour recruter son équipe, la conserver, la faire évoluer et mettre en place ce que j'appelle une filière achat. Troisième niveau d'indicateur, c'est ce que j'appelle les pratiques. Voilà. Est-ce que tous dans la salle, vous savez réaliser une stratégie de famille d'achat? Est-ce que vous savez préparer une négociation? Est-ce que vous savez appréhender ce que j'appelle un décomposement, une décomposition en coût complet? Les pratiques achats, c'est vos fondamentaux. Si vous faites du basket, on doit savoir shooter main droite, main gauche. Je peux pas. Ça, c'est les fondamentaux du basket. Les fondamentaux des achats, c'est je sais faire une stratégie, je sais préparer une négo, je sais réaliser un cahier des charges fonctionnel, etc., etc. Quatrième niveau, on est dans le sujet, c'est le pilotage. Voilà. Si on est dans une organisation où on n'a pas de tableau de bord, on n'a pas mis en place de reporting, on n'a pas de gouvernance, voire on n'a pas d'outils de pilotage, du coup, on est des bons artisans. On va faire du job, des fois même du bon job, mais on sera jamais dans la performance. Voilà. Quelquefois, on fera des exploits, ça peut arriver. On va passer un tour de Coupe de France, mais si jamais on veut aller au bout, il faut qu'on soit performant et qu'on ait un système qui va nous permettre de piloter. Le cinquième niveau, c'est les fournisseurs. Ils sont assez centraux parce que aujourd'hui, vous le savez, les fournisseurs, ils ont pris le pouvoir dans la relation avec les acheteurs. Et donc, du coup, tout votre travail à vous, c'est de gérer cette relation, d'introduire de nouveaux fournisseurs, de se débarrasser des fournisseurs qui vous amènent pas de la performance, etc., etc. Donc, comment vous allez piloter cette relation? Les clients internes, il faut pas oublier que les achats, c'est une fonction support. Donc, s'il n'y a pas de client interne, il n'y a pas de besoin. S'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas d'achat. Donc, vos clients internes, ils travaillent avec vous un peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout. Ça va dépendre de ce que vous allez mettre en place avec eux. Et ça, c'est important parce que du coup, ils ont beaucoup de moyens de pas fonctionner avec vous. Et on sait très bien qu'on a besoin d'eux pour faire de la performance aux achats. Les systèmes d'information achat, voilà, et c'est aussi pour ça qu'on a créé notre logiciel, parce qu'aujourd'hui, ça y est, alors c'est pas très vieux, il y a 7-8 ans en arrière, il n'y avait pas grand-chose. Maintenant, vous commencez à trouver vraiment des logiciels qui sont faits pour des acheteurs. Je parle pas des logiciels d'appro ou des logiciels de finance, mais vraiment des logiciels d'achat. La communication, c'est un de votre leviers peut-être le plus important. Et c'est peut-être celui sur lequel vous êtes les moins bons, c'est-à-dire que les acheteurs, c'est pas les rois de la communication pour plein de raisons, et c'est dommage parce que du coup vous avez plein de choses à partager en interne et aussi plein de choses à partager en externe. Donc ce levier de la communication est excessivement important. Et puis enfin, et peut-être que j'aurais dû commencer par lui, vous êtes en première ligne d'une transformation presque de société qui est en train d'avoir lieu. Du coup, comment vous allez l'accompagner, quelquefois l'orienter. Les achats responsables, c'est un point qui est assez central. Voilà, là je vous ai décrit les 9
thèmes qui me paraissent absolument essentiels si on veut mettre en place une organisation. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait quand nous on fait du conseil? Quand on vient dans une entreprise, on vient regarder ces 9 thèmes à travers des entretiens, des documents, des échanges qu'on a avec les personnes pour se dire où est-ce que vous en êtes. Voilà. Et d'ailleurs, c'est un exercice que je vous propose de faire quand vous aurez un moment, mais il est particulièrement intéressant. Vous prenez chacun de ces sujets et sur une note de 1 à 5, vous dites où est-ce qu'on en est dans mon entreprise. Est-ce que sur la gestion des fournisseurs, j'estime qu'on est plutôt performant, on est plutôt au milieu du chemin, ou alors non, vraiment, on n'a même pas une liste des fournisseurs référencés. Sur le pilotage, est-ce qu'on a un tableau de bord? Est-ce que ce tableau de bord il est partagé? Est-ce que ce tableau de bord il est toujours à jour, etc., etc. D'accord? Ça c'est les thématiques qui permettent de se dire où est-ce qu'on est en termes de performance de l'organisation. Et une fois encore, c'est absolument pas corrélé à la taille ou au secteur d'activité. Je peux vous citer des organisations publiques qui sont hyper performantes. Je peux vous citer des organisations industrielles qui sont assez moyennes. Et du coup, voilà, parce qu'il faut pas se dire le privé c'est mieux que le public, l'industrie c'est mieux que les services. Non, après il y a des logiques de secteur, c'est-à-dire que dans l'industrie, si vous n'êtes pas performant en achat, en général l'histoire elle dure pas très longtemps parce que le poids des achats est tellement important. Voilà, c'est moins vrai dans d'autres secteurs. Mais pour autant, quand vous destinez à ce métier d'acheteur, où que vous soyez, vous pouvez mettre en place les informations d'une organisation achat performant. L'enjeu que m'avait proposé Romaric, c'est vraiment de vous poser un cadre sur une approche autour du pilotage. Et ça me semble important de resituer ça parce que tous ces éléments-là, c'est autant d'éléments qu'on va piloter. Je revenais sur les pratiques. C'est assez simple de se dire à la fin du mois combien on a fait de négociations, combien on a fait de négociations préparées. Et là, du coup, tout de suite, vous avez un indicateur, vous voyez, et vous allez pouvoir vous dire, merde, la moitié de nos négociations, elles sont pas préparées. Donc là, on a un souci de performance, par exemple, vous voyez. Sur les ressources humaines, c'est pareil, vous avez plein de moyens de se dire, 2 fois par an, on va faire une évaluation des compétences de l'équipe, et on va venir regarder sur les principaux thèmes qui sont importants pour nous, où est-ce qu'on en est, ce qui va nous permettre d'identifier par exemple un programme de formation. C'est pas un drame de pas savoir faire une analyse en coup complet. Ce qui est embêtant, c'est de pas essayer de se former pour le faire. Voilà, c'est ça qui m'intéresse.